c'est parfait. Bon matin, bienvenue. Merci d'être là en si grand nombre pour venir découvrir le système alimentaire durable. Alors, je me présente, je suis Catherine Carignan, organisatrice communautaire pour le CIUS de la Mauricie, Centre du Québec, pour la MRC Nicolet-Yamaska précisément. Et je serai votre animatrice de l'avant-midi avec mon cher ami et collègue Frédéric. Donc, Frédéric Roy, un des deux cofondateurs de Panier Local et le porteur du projet Panier Local solidaire. C'est un projet qui me tient à cœur. Je n'en parlerai pas trop tout de suite parce que je le présente tantôt. C'est d'ailleurs grâce à ce projet-là que j'ai connu Frédéric. Donc, ça fait 2 ans qu'on se connaît et notre amitié a grandi au même rythme que nous avons assimilé ce concept de système alimentaire durable. Donc, on espère que, comme nous, par le passé, vous fassiez aujourd'hui des nouveaux amis parce qu'il y a beaucoup de gens très intéressants aux tables. Vous allez avoir la chance de faire connaissance à travers les activités de la journée. La visée de cet après-midi est bien simple. Dans le fond, c'est de découvrir et de mieux comprendre le système alimentaire durable, de prendre conscience qu'on en fait tous partie et que c'est ensemble qu'on va aller plus loin. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire une petite activité pour se dégourdir parce que j'aimerais que vous preniez le temps de faire connaissance avec les gens qui sont à votre table. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui sont peut-être juste 2 à leur table, donc on peut peut-être se joindre à une autre table parce qu'on va avoir des échanges un peu plus tard. Donc, si jamais il y a des... Venez-vous-en, approchez-vous. Parfait. Fait que la petite activité que je vous donne pour faire connaissance, ça va être très simple. Je veux qu'à tour de rôle, à votre table, vous preniez 1 ou 2 minutes pour vous présenter aux gens à votre table si ce n'est pas déjà fait, mais aussi pour nommer un produit ou un producteur de la région que vous aimez bien. Comme ça va parler un peu de vous, de vos goûts. Et dans 10 minutes, on va revenir tous ensemble pour ne pas échanger sur ce que vous avez dit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va rester à l'intimité de votre table. Donc, on vous laisse 10 minutes pour vous présenter, nommer un producteur, un produit que vous aimez, pourquoi vous l'aimez, comment vous l'avez connu. Puis dans 10 minutes, on revient tous ensemble. Donc, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, le temps est écoulé. Donc, je vous rassure, vous allez avoir le temps de parler un peu plus tard. Donc, si vous avez d'autres choses à rajouter, vous pouvez attendre un peu. Donc, j'espère que je ne vous ai pas donné trop faim. Heureusement, il y a une collation avant le dîner. La bonne nouvelle, c'est que cette collation est dans 1h30. Donc, je fais un petit tour avec vous de l'heure du jour. C'est assez simple. On commence en premier, la première partie de la journée, par expliquer c'est quoi le système d'alimentation durable. Et ça, c'est super Catherine et sa collègue du CIUS, Soumaya, qui vont le faire. Ensuite de ça, il va y avoir une espèce de petit atelier pour que vous puissiez vous positionner, vous, dans ce portrait du système d'alimentation durable. Et d'ailleurs, les filles vont parler des enjeux qui touchent directement notre région. Donc, vous allez voir, c'est quand même très attaché à la réalité de Nicolet-Bécancour-Yamaska. Nicolet-Yamaska, Bécancour. Après la pause, on va présenter des exemples concrets d'initiatives qui s'inscrivent dans le système d'alimentation durable, dont la carotte joyeuse et Panier Local solidaire. Et finalement, il va y avoir un dernier atelier où est-ce que vous allez pouvoir continuer à jaser tous ensemble. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a personne assis à sa table qui semble ne pas savoir quoi dire. Vous allez avoir du temps pour continuer la discussion avant qu'on aille dîner. On va tout de suite vous présenter Catherine Villeneuve, qui est de la table régionale intersectorielle en saines habitudes de vie. J'ai réussi. C'est plus long que le CIUS, ça, à peu près. Mais donc, Catherine Villeneuve, c'est grâce à elle que tout ça peut avoir lieu ce matin. Donc, je voulais tout de suite vous la présenter. Elle va être là avec nous. Donc, voilà. Alors, c'est l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, on a reçu une vidéo spéciale tout directement de la Suède de mademoiselle Greta Thunberg. Alors, j'aimerais qu'on la visionne ensemble.
Nous sommes confrontés à la plus grande crise à laquelle a fait face l'humanité. Nous, les jeunes, nous réclamons un avenir plus sûr. Est-ce trop demandé? Je ne veux pas que vous soyez optimistes. Je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu. Tous les systèmes économiques et politiques ont échoué. Mais l'humanité n'a pas encore baissé les bras. La preuve, vous êtes là. Merci de vous réunir autour du système alimentaire durable, qui aura un impact certain autant sur l'économie, sur la qualité de vie des gens, mais aussi sur l'environnement. Alors profitez des présentations, faites connaissance entre vous, et j'espère que vous tisserez des liens forts qui pourront être à la fois porteurs pour votre mission respective, mais également pour votre système alimentaire durable BNY. Alors, merci Greta Thunberg pour ce mot éloquent sur le système alimentaire durable. Donc, je vais juste... merci. C'est bon. Ah ouais. Excusez, petit rodage technique. Donc, je suis ici, comme mes collègues Catherine et Frédéric vous l'ont dit, pour vous parler de système alimentaire durable, puis d'un portrait là, qui a été produit l'année dernière. Donc, comme ils ont dit, je suis Catherine Villeneuve de la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre du Québec. Puis je viens vous parler d'un portrait au nom tout aussi long, donc le portrait diagnostique du système alimentaire durable du Centre du Québec. Mais laissez-vous pas impressionner là, par la longueur du nom de ce portrait-là. Ce qu'il y a là-dedans, c'est des données que vous connaissez, c'est des données sur les secteurs desquels vous faites partie, que ce soit en production alimentaire, distribution, transformation, en gouvernance, etc. Donc, puis ce portrait-là, il a été fait pour aider la prise de décision en sécurité alimentaire. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre un système alimentaire durable et la sécurité alimentaire? Bien, avant d'aller plus loin, on va vous expliquer déjà c'est quoi ces deux concepts-là, puis c'est quoi le lien entre les deux. Donc, alors, un système alimentaire durable, c'est quoi? Déjà, je pense qu'on en a un bon exemple ici. Là, ça commence par vous, des acteurs du système alimentaire d'un territoire donné. Ici, les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour, donc, qui sont réunis pour échanger, pour discuter, pour collaborer sur des enjeux communs puis sur des objectifs communs. On peut penser à... excusez-moi, j'ai comme trop ri pendant Greta, j'ai plus de souffle. Donc, comme je disais, sur des objectifs communs, donc, par exemple, bien sûr, la viabilité économique d'un système alimentaire, mais surtout la santé globale de nos collectivités. On peut penser à la santé sociale et environnementale des collectivités dans Nicolet-Yamaska et Bécancour, parce qu'on le sait qu'il n'y a rien de mieux pour s'alimenter que des aliments qui sont frais, locaux, sains, produits ici, donc aussi bien les rendre le plus largement disponibles à tous, tout en faisant plus avec moins, en collaborant, en mutualisant nos ressources pour avoir une empreinte écologique qui est réduite. Donc, voilà. Donc, en gros, un système alimentaire durable, c'est ça. Donc, je vais laisser ma collègue Soumaya vous parler de c'est quoi la sécurité alimentaire, c'est quoi le lien avec le système alimentaire durable. Donc, bonjour tout le monde. En fait, donc, la sécurité alimentaire correspond vraiment à l'accès physique et économique à une nourriture qui est suffisante, saine et nutritive et qui permet en fait à toute la population donc de satisfaire ses besoins, que ce soit au niveau énergétique, mais aussi leurs préférences alimentaires pour vraiment mener une vie saine et active. Donc, en fait, la sécurité alimentaire regroupe également les principes suivants. Donc, l'aptitude de chacun à acquérir des aliments et ensuite aussi l'accès à une information qui est simple, fiable, donc pour vraiment que la population puisse faire des choix éclairés. Et puis aussi, en fait, que les aliments sont obtenus d'une manière qui respecte la dignité humaine, mais aussi la consommation et la production en fait des aliments qui reposent vraiment sur des valeurs qui sont à la fois justes, équitables et sociales. Puis finalement en fait que les aliments sont produits et distribués d'une manière qui respecte vraiment le système alimentaire durable.
Donc, j'aimerais maintenant, en fait, vous présenter, en fait, pour un peu faire le lien avec le système alimentaire durable, c'est vraiment que le système alimentaire durable nous permet vraiment de travailler en prévention sur la sécurité alimentaire. Donc, maintenant, j'aimerais en fait vous présenter la pyramide d'impact populationnel. Donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour, en fait, classer nos actions en sécurité alimentaire à travers des échelles d'impact. Donc, dans le haut de la pyramide, on retrouve l'échelle individuelle. Dans le milieu de la pyramide, on retrouve l'échelle collective, puis vraiment à la base de la pyramide, l'échelle structurelle. Donc, en fait, les actions qu'on place plus au niveau individuel sont vraiment des actions qui sont vraiment centrées autour de la personne. Donc, on peut penser par exemple à des cuisines collectives, à de l'aide alimentaire, ou bien des actions qui permettent à des individus de vraiment acquérir de nouvelles compétences, par exemple en matière culinaire. Donc, c'est vraiment des actions qui sont directes, qui ont un impact direct sur les individus pour, en fait, par rapport à que ce soit les caractéristiques personnelles ou bien sur leur parcours en matière de sécurité alimentaire. Au niveau de l'échelle collective, ce sont vraiment des initiatives qui sont orientées autour des environnements d'une population donnée. Par exemple, si on prend un quartier qui n'a pas accès à une alimentation de proximité et puis on vient mettre une épicerie solidaire, ben dans ce cas-là, les habitants de ce quartier-là vont vraiment avoir un accès à une alimentation de proximité. Donc, c'est vraiment des actions qui sont plus passives et moins directes, mais qui sont vraiment axées sur que ça soit une collectivité, que ça soit un quartier ou bien une municipalité pour avoir vraiment un accès à une meilleure sécurité alimentaire. Donc, pour les actions qui sont, ou bien les initiatives qui sont au niveau structurel, donc en bas de la pyramide, ce sont vraiment des initiatives en sécurité alimentaire qui ont un impact pas seulement sur une population donnée, mais vraiment sur toute la société. Donc, on parle, par exemple, des programmes qui permettent, en fait, d'avoir un accès à des services essentiels comme la santé, l'éducation, le transport, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... si on essaie en fait de réduire les coûts vers ces services essentiels, ben, en fait, ça permet à la population d'avoir un meilleur accès à la sécurité alimentaire. Donc maintenant, en fait, j'aimerais vous présenter une courte vidéo qui vous illustre vraiment des exemples qui sont simples et concrets du parcours en sécurité alimentaire d'une dame qu'on appelle dans la vidéo Denise. Donc, je vais juste partir la vidéo, ce ne sera pas bien long. Denise a 51 ans. Elle a 2 grands-enfants et habite seule dans un 3,5 dans une petite municipalité du centre du Québec. Denise a tout juste terminé ses études secondaires et occupé plusieurs emplois, dont la plupart au salaire minimum, serveuse, femme de ménage, caissière. Elle a récemment perdu son travail et a dû se tourner vers la sécurité du revenu. Une fois son loyer payé, il lui reste 40 $ par semaine pour toutes ses dépenses. Denise s'est donc tournée vers un organisme qui offre de l'aide alimentaire. Le problème, c'est que l'organisme se situe en ville. Elle doit souvent payer un taxi 25 $ pour s'y rendre et récupérer son sac d'épicerie. À la fin du mois, elle n'a d'autre choix que d'aller manger dans une soupe populaire. Heureusement, en bénéficiant de l'aide alimentaire, Denise a été informée qu'il existait aussi une cuisine collective, c'est-à-dire un groupe de personnes qui, une fois par mois, cuisinent ensemble et se répartissent les plats cuisinés. Cela lui donne l'occasion de rencontrer d'autres personnes et de s'améliorer en cuisine. Mieux encore, plusieurs organismes se sont mis ensemble pour qu'un camion réfrigéré se déplace dans chaque municipalité de sa MRC qui n'a pas d'épicerie. Denise a ainsi accès à des produits frais, à prix raisonnable, sans avoir à se rendre en ville. À force de rencontrer des gens qui, comme elle, tentent de se débrouiller pour s'alimenter sainement à un coût abordable, l'idée d'une épicerie communautaire locale a commencé à se discuter et à faire rêver.
Aidé par une agente de développement social, un groupe de citoyennes et citoyens est allé présenter son projet à la municipalité. Ça tombe bien, les élus avaient justement pris le leadership pour élaborer une politique alimentaire. Ils ont même accepté de prioriser le projet d'épicerie communautaire comme action dans la politique. Des producteurs locaux ont aussi manifesté leur intérêt à y vendre de leurs produits à juste prix. À travers son implication citoyenne dans l'épicerie communautaire, Denise a appris que la MRC mettait en place un système de transport collectif. Il sera donc possible de faire l'aller-retour en ville pour la somme de 3 $. Un arrêt est même prévu à l'organisme d'aide alimentaire et à l'épicerie. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Denise a récemment trouvé un emploi. Elle s'est inscrite dans un programme, un genre de stage, dans une organisation de réinsertion en transformation alimentaire. Elle a pu se former en boulangerie. Son stage s'est si bien déroulé qu'elle a été engagée. Elle s'implique encore auprès de sa communauté. Toutes ces opportunités qui ont permis à Denise de sortir de son isolement, de mieux se nourrir, de reprendre confiance en ses capacités, donc de lui redonner de l'espoir, ne dépendent pas uniquement de sa volonté individuelle. C'est par l'action de l'ensemble des acteurs de sa communauté qu'il a été possible d'améliorer les conditions de vie de Denise et de bâtir la sécurité alimentaire. Donc, comme vous pouvez voir à travers la vidéo, c'est que, en fait, les actions qui favorisent un système alimentaire durable ont vraiment des impacts variés et complémentaires. Donc, c'est des impacts qui sont complémentaires et en fait qui aident les individus vraiment à avoir accès de façon économique et physique à une sécurité alimentaire. Donc en fait, il y a des enjeux sur lesquels on doit agir à chaque échelle de la pyramide. Il faut toujours penser aussi à cette complémentarité donc des actions à travers chaque échelle. Puis il faut voir ensemble en fait donc quelle échelle on peut mettre en fait le plus d'efforts pour ressortir gagnant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Catherine, et puis en fait avec moi aussi, on va vous expliquer un peu les enjeux stratégiques sur les territoires. Merci Soumaya. Donc là, on va aller. Je vous invite à garder vos questions pour l'atelier tout de suite après pour la priorisation. Là, ce qu'on va vous présenter, ce sont des enjeux stratégiques qui ont été identifiés dans le portrait diagnostic pour avancer vers la sécurité alimentaire, mais en favorisant un système alimentaire durable. Parce qu'en consolidant notre agriculture, notre production alimentaire d'ici, ben, on est capable de rendre ces produits-là plus accessibles pour nos citoyens. Donc, les enjeux stratégiques, là, il va y avoir aussi des mots qui vont être identifiés en bleu. Vous avez des glossaires sur les tables, donc 2 glossaires par table. Donc, vous pouvez vous référer à ces glossaires-là pour avoir plus d'informations. On va tout vous envoyer après. Donc, oui. Oui, on va vous l'envoyer. Donc, vous pouvez quand même prendre des notes, là. Et puis, je vous invite à noter vos questions si vous en avez. Donc, le premier enjeu, c'est abattage et transformation. Donc, dans le territoire, on a quand même de la transformation alimentaire, mais qui est concentrée dans des grandes entreprises, puis qui n'est pas nécessairement orientée vers la consommation locale. Donc, une opportunité qu'on a ici sur le territoire, c'est de mutualiser les équipements de transformation alimentaire pour que les plus petits joueurs puissent mieux sortir leur épingle du jeu. Donc, l'enjeu suivant concerne vraiment les surplus alimentaires. Donc, on parle là d'outils et de leviers et de ressources, que ce soit financières, infrastructures ou humaines, pour vraiment valoriser les surplus alimentaires puis réduire le gaspillage alimentaire provenant de tous les secteurs, que ce soit le secteur de transformation, les épiceries, les restaurants, etc. Et une faiblesse, en fait, qu'on voit sur le territoire, mais aussi à travers le Québec, c'est vraiment encore là la persistance des critères des aliments. On parle, par exemple, du niveau esthétique des aliments tels qu'on appelle ça les légumes moches. Sinon, une opportunité vraiment qu'on pourrait avoir ensemble, c'est d'accroître la récupération des denrées alimentaires en épicerie.
Puis, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais juste avant de continuer, là, prêtez attention parce que vous allez devoir prioriser parmi ces enjeux-là tout de suite après la présentation. Donc, le troisième enjeu, c'est la littératie en alimentation chez les populations vulnérables et les jeunes. Donc, il y a quand même des choix relativement discutables là, de la part de la population en termes d'alimentation. Donc, souvent des aliments ultra transformés, pré-préparés, consommation importante de viande, peu de consommation de légumes. Puis, c'est vraiment recensé. Là, les habitudes alimentaires des jeunes ne sont pas top. Donc, une opportunité qu'on a, bien, c'est d'améliorer les compétences culinaires des individus avec des ateliers, de la formation, de la sensibilisation. Alors, l'enjeu suivant concerne vraiment donc les ressources suffisantes en fait pour offrir des services intégrés, que ce soit en aide alimentaire, en logement, en éducation, mais qui sont vraiment axés sur les personnes les plus vulnérables. Par exemple, on peut penser aux personnes à faible revenu. Une des menaces sur le territoire, c'est vraiment un vide de service, des actions en aide alimentaire. On pourrait, par exemple, penser à une des opportunités, ça serait vraiment de disperser les services en aide alimentaire en fonction des zones les plus défavorisées, par exemple. Donc, les zones de défavorisation, là, elles sont relativement bien identifiées, donc ça nous permet vraiment de distribuer les services en fonction de ces zones-là. Ici, vous avez dans Bécancour, et puis, dans Nicolet-Yamaska, ça va vous être envoyé, là, puis c'est aussi disponible dans le portrait, donc on va tout vous envoyer ça après. Donc, l'enjeu suivant maintenant, c'est vraiment concernant le jardinage. Donc, vraiment l'accès à de l'accompagnement, à des espaces de jardinage pour une réponse qui est adaptée aux besoins, encore là, des populations vulnérables. Une des faiblesses sur le territoire, c'est une demande d'aide alimentaire qui est en augmentation, mais ce n'est pas seulement sur le territoire, c'est vraiment à travers l'ensemble du Québec qu'on voit vraiment une augmentation de l'aide alimentaire. Une des opportunités sur laquelle on peut discuter et échanger, c'est vraiment de développer d'autres jardins communautaires et collectifs, tout en priorisant bien sûr les personnes les plus vulnérables. Comme je disais tantôt, un autre enjeu, c'est par rapport à la santé des jeunes. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire parce que ce qui a été identifié, c'est que les jeunes ont, de manière générale, là, des habitudes de vie qui ne sont pas nécessairement saines. Donc, c'est sûr que si il n'y a pas de sensibilisation qui est faite par rapport à une santé globale, là, que ce soit autant d'écran, activité physique, etc., c'est difficile d'avoir de la sensibilisation par rapport à une bonne alimentation aussi. Donc, il y a il y a une consommation accrue, là, plus que dans le reste du Québec, de boissons sucrées puis d'augmentation du taux d'obésité. Donc, une opportunité, ce serait, par exemple, d'imposer une redevance ou une taxe sur les boissons sucrées pour limiter la consommation. Alors, l'enjeu suivant concerne la pénurie de main-d'œuvre. Donc, vraiment, le taux de chômage qu'on voit sur le territoire est vraiment plus faible que celui du Québec en ce qui concerne donc, la pénurie de main-d'œuvre. Puis, une des opportunités, ça serait vraiment de favoriser l'accueil des travailleurs immigrants sur le territoire, entre autres. Un autre enjeu, c'est par rapport aux revenus et à la scolarité au Centre du Québec. Donc, on sait, on a un passé, un présent ouvrier au Centre du Québec. Donc, on a un taux de scolarité qui est différent là, des autres régions du Québec. Donc, on a beaucoup de diplômes d'écoles de métiers, mais peu de gens avec des diplômes universitaires. Bien, peu. On en a beaucoup dans la salle ici, mais quand même en proportion. Donc, une opportunité, ce serait, par exemple, de favoriser l'accès à l'éducation dans les régions, oui, dans les plus petites municipalités. On a aussi la présence de nombreux déserts et marais alimentaires. Puis là, on me dit que vous êtes sûrement tannés d'entendre parler de déserts alimentaires parce que je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, là, qui est discuté dans Bécancour. Mais si ça peut vous consoler, il y a moins de marais alimentaires que dans d'autres MRC du centre du Québec. Des marais alimentaires, c'est quoi? C'est quand il y a une offre abondante de malbouffe, par exemple des fast-foods, par rapport à une offre saine et diversifiée d'alimentation, par exemple des épiceries. Puis, on en a recensé beaucoup autour des écoles secondaires, notamment à Drummondville puis à Victoriaville. Une opportunité que vous avez ici, par contre, c'est de réglementer tout de suite, vu qu'il n'y en a pas dans le périmètre autour des écoles pour limiter l'installation, justement,
de fast-food dans le futur. Donc, puis pour ce qui est des déserts alimentaires, on le rappelle, là, juste parce qu'on est ici rapidement, c'est quand il n'y a pas d'accès dans un périmètre, par exemple 1 kilomètre en ville, puis dans des petites municipalités, c'est juste quand il n'y a pas d'épicerie, par exemple. Puis mais c'est pas juste ça, c'est conjoint à des zones de défavorisation. Ça veut dire que les gens, comme on a vu tantôt là, dans le vidéo sur la pyramide d'impact avec Denise, ben souvent, en plus de ne pas avoir accès à un commerce d'alimentation diversifié proche, ben, ils n'ont pas nécessairement accès non plus à du transport. Donc, on peut comprendre que ça cause problème. Donc, ici, on a les déserts alimentaires dans la MRC de Bécancour et puis dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, l'enjeu suivant concerne vraiment les services de proximité ruraux. Donc, on parle de l'accès aux services essentiels pour les personnes vulnérables dans les zones rurales. Donc, une faiblesse qu'on voit sur le territoire, c'est vraiment une moyenne importante de personnes qui souffrent de problèmes de mobilité par rapport à l'ensemble du Québec. Et une des opportunités sur laquelle on peut travailler, c'est vraiment de favoriser les marchés mobiles et publics dans ces zones rurales. Shout-out à Panier Local qui fait justement ce travail-là. Donc, un autre enjeu, c'est par rapport à la réglementation des espaces pour favoriser un meilleur accès à une saine alimentation. Donc, j'en parlais tout à l'heure, il y a 2 secondes, mais justement de limiter la malbouffe autour des écoles secondaires. Mais il y a plein d'autres réglementations puis d'outils qu'on peut utiliser pour favoriser un environnement sain. On peut penser à permettre, par exemple, des jardins de façade devant les maisons. On peut penser à des plans d'agriculture urbaine, au PDZA, au plan de développement de la zone agricole, qui sont des super bons outils pour penser notre environnement pour qu'il soit favorable à l'accès à l'alimentation. Donc, l'enjeu suivant concerne vraiment la diversification des cultures et les valorisations au maximum là, des terres disponibles sur le territoire. On voit beaucoup sur la région, là, beaucoup de production bovine et porcine, mais pas assez de production de légumineuses. Donc, une opportunité, ça serait vraiment de diversifier les cultures végétales, donc notamment là, les légumineuses. L'avant-dernier enjeu, restez avec nous, il n'en reste pas beaucoup, c'est l'autonomie alimentaire des populations locales. Donc, on le sait, ce n'est pas un secret, on a quand même une forte dépendance aux marchés internationaux avec le libre-échange. Puis on le voit dans des temps de crise puis d'inflation comme maintenant, ben ça fesse un peu plus fort. Donc, une force, par contre, qu'on a sur le territoire, c'est plein de projets inspirants. On a une bonne production locale aussi. Au centre du Québec, il faut le dire, on est le premier rang dans la province en termes de zonage agricole. Donc, 93% du territoire qui est zoné agricole. Donc, on a quand même un très beau potentiel d'avoir une belle autonomie alimentaire ici. Donc, puis on a des projets aussi en approvisionnement local. Donc, dans les CPE, il y a plein de mesures qui s'en viennent. Donc, gardez l'œil ouvert. Donc, le dernier enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à la résilience alimentaire, donc la capacité d'adaptation de la population du territoire aux impacts des changements climatiques. Par exemple, on peut penser à la sécheresse des terres ou bien à l'érosion en fait, des terres ou aux périodes de sécheresse. D'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, il y a une augmentation là, des prix des aliments par rapport à ça. Une des forces sur laquelle en fait, on peut renforcer et travailler, comme en ce moment, il y a le plan de lutte au changement climatique ou de transition écologique de la MRC de Nicolet-Yamaska. Je peux y aller. Maintenant, en fait, je vais juste laisser la parole à ma collègue Gabrielle, qui est nutritionniste au CIUS. Elle va vous parler en fait d'un projet sur l'alimentation qui est en cours dans le territoire de Bécancour. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Soumaya. C'est ça, je pense que j'avais une diapo dessus. Merci. En fait, moi, je voulais juste vous glisser un petit mot sur un projet là, qui s'appelle le PPNE. Qu'est-ce que c'est le PPNE? C'est le panier à provisions nutritifs et économiques. Dans le fond, c'est un outil qui permet d'estimer le coût minimum d'une épicerie équilibrée qui couvre vraiment les besoins nutritionnels là, de la population québécoise. Donc, entre autres, ça peut permettre de suivre l'évolution du coût là, du panier d'épicerie économique et équilibré dans le temps là, à partir d'une liste bien précise d'aliments de base. Donc, en fait, le CIUS MCQ, on a eu la très, très belle opportunité de faire un projet pilote avec le dispensaire diététique de Montréal, qui est l'organisation qui a développé l'outil là, du PPNE.
pour faire en fait un projet pilote sur le territoire ici en Mauricie, au centre du Québec. En fait, l'objectif de ce projet pilote-là, c'est de tester l'outil à l'extérieur de Montréal là, suite à la mise à jour qu'ils ont faite en 2020. Nous avons ajouté Moisson Mauricie Centre du Québec dans la boucle là, pour ce projet pilote-là, notamment en raison de sa proximité là, avec les organismes communautaires, autant en Mauricie qu'au Centre du Québec. Puis, plus précisément, là, au Centre du Québec, en fait, c'est le territoire de Bécancour là, qui a été sélectionné pour faire cette étude-là, pour diverses raisons, mais notamment, là, comme Catherine l'a dit, en raison de la présence de nombreux déserts alimentaires là, dans la MRC. Donc, voilà, c'est pour cette raison-là que je voulais vous en glisser un petit mot. Aujourd'hui, là, on voulait vraiment que les partenaires du territoire, les partenaires en sécurité alimentaire soient au courant que ce projet est en cours actuellement. Puis on va avoir en fait des données très, très prochainement par rapport à ce projet-là. Juste pour vous dire, la deuxième collecte va se dérouler dans la prochaine semaine, puis va commencer même demain. Là. Donc, c'est vraiment c'est en ce moment que ça se déroule. Puis une présentation plus formelle de la démarche et des résultats va vous être offerte en fait via le comité de formation et de communauté de pratique du Réseau pour la sécurité alimentaire du Centre du Québec, le RSAC. Donc, suivez en fait les activités qui vont vous être proposées. Là, surveillez vos courriels là, dans les prochains mois si vous avez un intérêt d'en apprendre davantage là, par rapport à ce projet-là. Puis voilà, donc ça va vraiment nous permettre en fait de peut-être mieux cibler les besoins là, en termes de services essentiels de proximité là, dans Bécancour pour mieux orienter des actions concrètes là, par rapport pour améliorer en fait l'accès physique et économique là, à une alimentation saine là, sur le territoire. Donc voilà, je repasse la parole à Catherine pour la priorisation des enjeux. Merci. Bon, je pense qu'on a assez parlé. Fait que là, ça va être à vous maintenant d'échanger. Donc, vous avez des feuilles là, sur vos... excuse-moi. Vous avez des feuilles comme ça sur vos tables. Donc, je vous invite à en prendre chacun une, puis individuellement, à encercler c'est quoi les 3 enjeux qui, pour vous, sont les plus importants sur le territoire de votre MRC. Donc, on a quelques minutes pour faire ça, puis après, vous allez échanger en table là, sur ces enjeux-là, mais je vous laisse d'abord le faire de manière individuelle. On va revenir tranquillement en grand groupe. Si vous n'avez pas vos 3 enjeux tout de suite, on peut commencer par les tables qui ont déjà les leurs. Donc, je vous demanderais de... Est-ce qu'il y a une table qui veut peut-être commencer? Je sais qu'il y en avait au milieu. Oui, ici. Je peux vous passer le micro, si vous voulez, ou sinon, je peux les nommer. Je peux les nommer? C'est bon. Ah, ben oui. Bon matin. Nous, on a choisi, je vais y aller en ordre croissant. Fait que numéro 1, en fait, c'est le numéro 4. Donc, littératie en alimentation et en santé chez les populations vulnérables et les jeunes. Dans le fond, les 3 qu'on a choisis, là, on s'est dit, on va essayer de ne pas y aller trop vague. Puis, on en a choisi un qui était plus en lien avec l'éducation, donc le numéro 4. Ensuite, on a le numéro 12, qui est donc diversification des cultures et valorisation au max des terres disponibles, qui touchait plus l'aspect production. Puis ensuite, on avait le numéro 10, donc accès aux services essentiels de proximité pour les personnes vulnérables dans les zones rurales, qui touchait plus là, à la disponibilité, accessibilité c'est ça. Puis, un des points qu'on trouve important dans l'aspect là, d'accès aux services essentiels, c'est que c'est peut-être pas nécessairement de déplacer les gens, mais de ramener les services plus proches d'eux pour essayer de contrer un peu la fausse idée que finalement les services sont juste à Trois-Rivières ou il y a des services aussi dans les villages. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vous avoir brisé la glace. Est-ce qu'il y a des tables qui ont des enjeux semblables?
Non? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer? Ah, vous, ici. Oui. Est-ce que tu veux prendre Sébastien avec le micro? Moi, Bon, ben nous autres, on a pris... on a comme 2 et 12 qui se vont un peu main dans la main. On s'est permis un 4e papier. Chicanez-nous si ça ne fait pas. Dans le fond, on a besoin d'outils, leviers, ressources financières, humaines et infrastructures pour valoriser les surplus alimentaires, surtout réduire le gaspillage. Je pense que vous le savez tous, là, il y a 60 à 70 % de ce qui est produit en Amérique du Nord qui est gaspillé. Donc, on trouvait que c'est un point important parce que c'est un point sur lequel on est capable d'agir individuellement et collectivement et aussi dans la grande entreprise de façon assez rapide. Ça ne nécessite pas tant de main-d'œuvre, d'efforts additionnels ou d'énormes sources d'argent. Donc, on trouvait ça intéressant. Puis, on le fait passer un peu par le 12, qui est la diversification des cultures et la valorisation au maximum des terres disponibles. C'est que quand on concentre nos expertises dans quelques sortes de produits agricoles, oui, on est bon là-dedans, mais c'est souvent pour de l'exportation. Donc, on n'atteint pas une certaine autonomie alimentaire et puis on se rend vulnérable au gaspillage. Donc, moi, étant dans la région de Victo, si on veut atteindre l'autonomie alimentaire, on ne pourra pas juste manger du fromage puis des canneberges. Fait que ça prendrait un petit peu de diversification puis ça nous permettrait peut-être de mieux gérer aussi ce qui est nos extraits. Donc, on avait ces points-là. Et puis, du côté de 10 et 5... Okay. Donc, on a choisi accès aux services essentiels de proximité pour des personnes vulnérables dans les zones rurales. On a un peu élaboré en disant les services essentiels, les services de proximité, c'est un incontournable. Que ce soit pour les personnes vulnérables ou non, ça vise vraiment à desservir les populations pour éviter la dévitalisation des territoires. Donc, s'assurer d'avoir un réseau fort de services de proximité, ça va être vraiment l'honneur de la guerre pour le futur. Donc, je vais passer le micro à mes collègues. Allô? Ah, j'aime pas les micros. Bon. Moi, c'est bien. Le 5, on entend bien. On entend-tu bien comme ça? Non, hein? Bon, j'y vais. OK. Le 5, anciennement, moi, j'étais travailleuse de rue, il faut le dire. Fait que je suis rentrée souvent dans le milieu vulnérable. Puis j'avais beaucoup d'hommes, moi, dans les liens, qui étaient isolés, beaucoup, qui n'allaient pas vers les ressources pour plein de choses. Je pourrais en parler des heures et des heures. Mais le 5, qui aussi fait mèche avec le 10, est primordial, surtout qu'on a des municipalités qui sont dévitalisées aussi dans notre secteur de l'Est de Bécancour. Puis, on doit aussi l'accès au logement, c'est primordial aussi. On en a très peu. Le transport, aller vers les gens. Moi, le point que je ramenais, puis je ne tirais pas plus que ça, là, je comprends, le transport, c'est très important, mais on peut se permettre d'aller dans les milieux de vie, d'aller vers les gens pour amener des denrées alimentaires. Comme ça, bien, on y arrivera un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre table qui veut se prêter au jeu? Je vois tout le monde qui évite mon regard ici. Je vais aller plus vers le milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre le micro? Je pense que Ève. Il n'y a aucun des 3 enjeux qu'on a sélectionnés que moi j'ai sélectionné, mais c'est pas grave, je vais être la porte-parole. À ma table, on a beaucoup de représentants, quand même beaucoup du milieu agricole. Donc, vous allez comprendre le choix de nos enjeux. Mais d'abord, celui qui nous a interpellé le plus fait référence à la super vidéo de Greta Thunberg. Donc, c'est l'enjeu 14, vous aurez compris, la résilience alimentaire des populations du territoire face aux impacts des changements climatiques. Donc, ça a clairement des impacts directs sur la production agricole. On va voir évidemment des impacts négatifs sur la productivité, c'est clair. Ensuite, les 2 autres enjeux qu'on a sélectionnés, le numéro 1, espace d'abattage et de transformation des produits régionaux. Clairement, il y a un manque à ce niveau-là. Puis finalement, comme d'autres tables ont sélectionné, l'enjeu numéro 2 sur les outils, leviers et ressources pour valoriser les surplus alimentaires. Donc, on a justement ici à la table ProBio, cultivateur de patates douces, qui a des tonnes et des tonnes de patates qui se retrouvent dans les poubelles. Donc, c'est décevant d'apprendre ça. Et c'est seulement un cas ici, mais il y en a sûrement plein d'autres. Voilà. Merci, Ève. Merci à la table du milieu. Je me tourne vers vous. Merci, Caroline. Merci, Catherine. C'est pas simple parce que des fois, on se disait on pourrait mettre le numéro 1
avec le numéro 13. Puis là, on s'est dit non, on va se faire chicaner. Donc, le numéro 5, avoir des ressources suffisantes là, pour offrir des services intégrés, axés sur les personnes vulnérables, c'est une base. On est allé aussi avec le numéro 10, accès aux services essentiels de proximité, qui est un enjeu également. Puis c'est sûr que, tu sais, nous, à notre table, on a quelqu'un de la commission scolaire qui nous a parlé des écoles, la situation dans les écoles, dans les boîtes à lunch des enfants, qui, en fait, c'est préoccupant de ce qu'on retrouve dans les boîtes à lunch des enfants. Donc, on se dit, ouais, santé globale et durable, numéro 3, avec la littératie en alimentation, tu sais, 3-4, bref. Je pense qu'il y a un travail d'éducation, de sensibilisation au niveau des familles aussi, pour toucher les enfants. Donc, c'est quand même l'avenir au niveau de la sensibilisation à l'alimentation. Donc, le 3, 5, 10 et 3 pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il reste 2 tables, si je ne me trompe pas. Oui? Ça a l'air, c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter nos priorités. En fait, c'est qu'on a eu plusieurs discussions en ce qui a trait. On voyait comme qu'il y avait des objectifs généraux et spécifiques réunis sur la même page. Puis on a essayé de dégager un peu celles qui englobaient les autres, finalement, pour rien échapper. Parce que, tu sais, quand on parle de 13 autonomie alimentaire des populations locales, on trouvait que c'était une priorité importante et que, parallèlement, il y avait des éléments qui contribuaient à ça ou des enjeux qui étaient des symptômes du manque d'autonomie, fait qu'on a priorisé celle-là. Ensuite, on a parlé aussi des ressources suffisantes pour offrir des services intégrés, tout ce qui est structurant dans la vie des personnes vulnérables, c'est-à-dire aide alimentaire, logement, éducation. Si on s'occupe des plus vulnérables en premier, on a des chances d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. En développement social, c'est ce qu'on fait, en fait. Puis enfin, on a hésité, pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on a une emprise là-dessus ou pas? Espace de production qui compte et d'abattage, on l'a inclus dans le 13 comme un élément structurant de l'autonomie alimentaire locale. Et que l'autonomie alimentaire locale pouvait être aussi, c'est une discussion qu'on a eue, une réponse au 14 à la résilience alimentaire face au changement climatique. On a essayé d'intégrer un peu tout ça. Finalement, on n'a comme pas suivi tout à fait les règles. Et enfin, le 10, accès aux services essentiels de proximité pour les personnes vulnérables et toutes les personnes, finalement, dans les zones rurales, au-delà du terme désert alimentaire que je sais que Julie, mon amie Julie, déteste comme appellation. Allô? Aller vers les gens, vers les milieux de vie, au-delà de l'alimentation, ça permet de garder la vitalité des communautés, puis de permettre que les communautés puissent prospérer, puis développer des nouveaux outils. Et on sait qu'avec tous les changements de la filière batterie qui s'en vient et la pénurie de main-d'œuvre, il y aura probablement beaucoup de gens qui vont venir dans la MRC de Bécancour, du moins pour travailler, et probablement pour y rester. Faut y penser à ça, il faut être prêt à ça. Puis il y a une belle opportunité pour les producteurs, pour tout le monde, de voir venir la shot puis développer les services en fonction de ce bassin-là qui s'en vient. Merci beaucoup. Bon, là, je reviens vers vous. Dans le fond, vous n'avez plus de chance de vous échapper. Donc... pour nous, je vais dire, pour moi qui gère un comptoir alimentaire et qui travaille directement avec la population vulnérable, j'expliquais à ma table qu'avant d'être dans la sécurité alimentaire, il faut régler l'insécurité alimentaire. Présentement, on est vraiment à l'insécurité alimentaire. La vidéo de Denise est super cute, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la majorité des gens qui sont comme ça. Fait qu'il y a une base à régler avant de tomber encore plus haut. Il faut comprendre pourquoi les gens sont dans les sécurités alimentaires avant d'aller créer plein de belles bébelles qui, dans le fond, ces gens-là n'auront pas accès parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas que ça existe, ils n'ont pas les moyens de se rendre, ils n'ont pas... Fait qu'il y a beaucoup de choses à régler à la base avant de tomber en sécurité alimentaire. Le logement, c'est une priorité. La nourriture, c'est une priorité. Il faut que ces gens-là soient capables d'avoir accès à ça. Et pour ça, aussi, il faut avoir les sous. Puis il faut, ce que je voulais dire, il faut vraiment essayer de comprendre
pourquoi ces personnes-là sont là, les prendre la base, puis après ça, on va être capable de faire grandir toutes les belles choses. Alors, c'est le numéro 5. Je passe la parole. Allô. Dans le fond, le deuxième point que nous, on a sorti, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Dans le fond, nous, moi, comme producteur agricole, c'est quelque chose auquel on est confronté de plein fouet en ce moment. Puis ça semblait aussi être un enjeu après quelques discussions rapides là, à la table. Non seulement c'est un enjeu au sein des entreprises agricoles, mais c'est aussi un enjeu au sein des organismes. Là, fait que, comment on peut pérenniser les gens qui travaillent au sein de nos entreprises, de nos organismes? Comment on peut être plus sexy aussi? Comment on fait pour attirer des gens au sein de nos entreprises, de nos organismes? C'est quelque chose... Puis personnellement, on entend souvent les travailleurs étrangers temporaires comme une solution miracle à cet enjeu-là. Mais je me dis, si l'avenir agricole du Québec passe par cette solution-là, je trouve ça comme problématique. Fait que, voilà. Dans le fond, tous tes problèmes peuvent peut-être se régler avec le mien. On a choisi numéro 2, les outils, ressources, leviers, ressources financières, humaines, parce que, on va se le dire, les ressources financières particulièrement, c'est le nerf de la guerre. Si on a plus de sous, on peut faire plus. Puis le beau des organismes communautaires, pour y avoir été pendant quand même un bon bout de temps, particulièrement en sécurité alimentaire, c'est qu'on fait des miracles avec pas grand-chose. Mais à un moment donné, on a des limites. Puis, la valorisation, moi, ça m'interpelle beaucoup, la valorisation. Je crois que, malheureusement, souvent, on ne regarde pas assez ailleurs ce qui se fait. On est beaucoup fixé sur nos problèmes, puis on ne s'ouvre pas. J'entendais le monsieur de patate, je ne sais plus quoi, là. Tu sais, moi, j'ai dans la tête Antosystème, qui est présentement à Sherbrooke, qui est en train de se développer à Drummondville, des résidus alimentaires. Pour ceux qui ne savent pas, Antosystème, là, ils sont en train, je m'excuse, on ne mange pas tout de suite, là. Ils sont en train, eux autres, de développer un concept vraiment avec des larves qui vont faire manger les insectes noirs, là, des mouches, des grosses mouches noires, là, puis qui vont faire, eux autres, en tout cas, en 6-10 jours, là, ils refont complètement le système, puis ce qu'ils vont te donner, c'est de la terre, c'est de l'engrais. Puis avec ça, bon, ils vont sécher des larves, ils vont faire du manger à chien, bref. Fait que, tu sais, je me dis, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de solution pour revaloriser jusqu'au bout de la chaîne alimentaire. Parfois, on s'arrête comme trop rapidement. On se dit, bon, ben là, les épiceries ont redonné, OK. Ben, dans la banque alimentaire, est-ce qu'on a... Ben, parce que je sais, je l'étais là-dedans, là, fait qu'on en rejette aussi. Ben, ça, là, on fait quoi avec? Nous autres, on l'envoyait au compost, mais là, c'est des coûts, c'est de la main-d'œuvre, c'est pesant, c'est, tu sais, transporter tout ça, fait que... C'est ça. C'est ça que je disais, c'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup. Wow, merci pour les échanges, pour vos points de vue. Je pense que c'est vraiment riche, puis je suis contente qu'on ne m'ait pas juste entendu moi parler, là, fait que merci de votre générosité. J'aurais pas pensé qu'on aurait autant d'enjeux qui seraient nommés. On a fait d'autres exercices, là, puis il n'y en avait pas souvent, là, c'est les mêmes qui ressortent. Là, on en a beaucoup, mais il faut penser qu'on a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, on est 2 MRC qui sont présentes. Donc, je vous dirais là, que ceux qui sont revenus le plus souvent, vous avez le 12, donc diversification des cultures, le 10, je vais le trouver, accès aux services essentiels pour les personnes vulnérables dans les zones rurales, le 5, ressources suffisantes pour offrir des services intégrés axés sur les personnes les plus vulnérables. Puis, on a aussi le 2 qui est revenu par rapport au 12, mais qui est revenu aussi 2. Il y a une table qui nous avait dit on les a mis ensemble, mais il est revenu aussi 2 fois dans d'autres tables. Donc, outils, leviers et ressources pour valoriser les surplus alimentaires. Je vous inviterais peut-être à garder ces cartes-là sur vos tables, à les mettre peut-être de côté. Donc, 12, 10, 5 et 2. 12, 10, 5 et 2. On dirait qu'on est au bingo. Mais on en a aussi d'autres, je pense, qui ont été nommés. Donc, on peut peut-être mettre dans un autre paquet pour l'atelier que vous allez avoir plus tard à la fin de l'avant-midi. Donc, on a 4. On a 1, 2, 3, 4 et 7. Fait que mettez-les de côté. On pourra peut-être réfléchir à ce qu'on fait
pendant la pause avec ces enjeux-là. Mais voilà, puis là, je pense que vous êtes... On a pris un petit peu de retard, fait que, puis vous devez avoir très hâte d'aller à la pause, donc je laisse la parole à mes collègues pour vous annoncer la pause. Bien, c'est la pause, effectivement. Merci, Catherine. Mais on irait de mise en garde, alors je serai très authentique. Moi, j'avais la tâche d'acheter les Monteliers cette semaine, mais il faisait doux en début de semaine et hier soir, il a fait très, très froid. Alors, ce matin, j'ai fait « Oh zut, j'ai laissé les canettes dans la voiture. » Donc, je voulais juste vous mettre en garde. Il y en a qui sont encore un peu en slotch. Je voudrais pas que ça vous éclate dessus, puis vous voir, puis pas vous l'avoir dit. C'est dit, vous pouvez en prendre. Il y en a qui sont liquides, on les entend bien. Mais je vous ai fait une nouvelle sorte de Montelier en slotch. Alors, bonne pause. On se retrouve dans 15 minutes. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes présentement à Gentilly, secteur de Bécancour, au Moulin-Michel. Je suis avec Catherine Villeneuve, qui est la maîtresse d'œuvre de cet événement ce matin sur la sécurité alimentaire. Oui, bonjour François. En fait, je ne suis pas seule organisatrice. On est tout un comité, fait qu'il y a plein de partenaires d'impliqués, notamment la CDC, SADC, le CIUS-MCQ. Donc, c'est vraiment un beau partenariat entre plein d'organismes locaux et régionaux. Là, vous avez les gens qui sont ici. Bon, c'est un beau groupe que vous avez réussi à réunir. Donc, il y a des gens, il y a des agriculteurs, il y a des gens en transport. Faire un petit peu le tour peut-être des gens qui sont là. Oui, bien, notre objectif, c'est vraiment de réunir le plus de parties prenantes du système alimentaire possible. Donc, des producteurs, distributeurs, transformateurs, des gens qui sont en gouvernance, qui travaillent aussi en aide alimentaire, dans les organismes de concertation, dans le communautaire. Donc, un peu tout ce beau monde-là. Vous êtes content de la réponse? Oui. Oui, c'est quand même difficile de réunir des gens que pour la concertation parce qu'il faut comprendre que les gens qui sont dans le secteur privé, ils ne sont pas payés pour être ici aujourd'hui. Donc, c'est quand même difficile de faire des partenariats comme ça entre le milieu communautaire, concertation et privé. Donc, on est très content de la générosité de ces personnes-là d'être ici aujourd'hui. Bien, il faut dire qu'il y a plusieurs enjeux en ce moment qui touchent tous ces gens-là là, à différents niveaux. Et d'ailleurs, vous leur demandiez de prioriser les enjeux pour eux. Qu'est-ce qui vient en premier dans ce à quoi il faut finalement s'attaquer? Exactement. Donc, il y a 16 enjeux en tout là, qui ont été identifiés dans le portrait diagnostic du système alimentaire durable au centre du Québec. On en a nommé juste 14 aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont plus régionaux. Puis, ces enjeux-là, ils vont être pris par des tables de concertation locales comme le comité d'aide en action alimentaire de Bécancour et le noyau dans Nicolet-Damaska qui est une table de concertation en développement social. Donc là, ce que vous vouliez, c'est vraiment qu'on vous dise, alors commençons par ça, pour pouvoir là, se mettre à l'œuvre. Puis... Bien, c'est de se donner des grandes orientations parce qu'il y a déjà des chantiers en sécurité alimentaire sur le territoire. On travaille tout le temps la sécurité alimentaire, c'est un enjeu perpétuel. Bien là, de se donner de renouveler nos orientations puis de donner un peu de jus finalement aux réflexions parce qu'il y a quand même un portrait qui a été fait avec plein de données sur l'état de la situation du système alimentaire au centre du Québec. Fait que c'est de renouveler puis d'actualiser ces priorités-là. Alors vous, c'est comme ressource de la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie que vous avez organisé ça? Oui, en fait, on est 3 partenaires là, au centre du Québec qui portent ce qu'on appelle le Réseau pour la sécurité alimentaire au centre du Québec, le RSAC, donc la TIR-SHV, table intersectorielle, mon organisation, le CIUS-MCQ et le CRDS, le Comité régional en développement social du centre du Québec. Donc, on est les 3 là, qui ont porté ce dossier-là. Puis le RSAC, c'est une concertation régionale là, qui regroupe aussi plein de membres du système alimentaire, au milieu de la concertation intersectorielle. Donc, oui, je suis là au nom de Double Chapeau, TIR-SHV et RSAC. Donc, c'est déjà des organismes qui ont un certain pouvoir décisionnel. Vous avez réuni des intervenants qui ont eux aussi dans leur secteur des pouvoirs décisionnels. Donc, on peut croire qu'il y a quelque chose qui va être issu de ce qui se passe ici ce matin. Bien, il y a beaucoup de mouvements au centre du Québec en sécurité alimentaire puis en système alimentaire durable. Puis au niveau provincial aussi, l'année dernière, maintenant, en novembre, il y a eu le forum sur les systèmes alimentaires territorialisés à Victoriaville. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard là, que le territoire a été choisi là, pour être l'hôte de cet événement provincial-là. Donc, oui, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Bien, parfait. Merci beaucoup, Mme Villeneuve, puis bonne suite à l'événement. Merci beaucoup. Est-ce que la pause a été bonne?
On dirait bien. Alors, cette pause, je dois vous mentionner qu'elle vous a été offerte par M. Louis Plamondon et le Super C de Nicolet qui a contribué à ces bonnes victuailles qu'on vous a offertes ce matin. Les muffins, les barres santé, du galoto, évidemment, qu'on est allé chercher. Alors, voilà. Donc, je vois que vous avez l'air d'avoir rajeuni de 10 ans grâce au café. C'est merveilleux. Vous êtes magnifique. Catherine et moi, on se disait en arrière, c'est vraiment génial parce que tout le monde se parle, tout le monde a des grands sourires. Il y a vraiment de très beaux échanges. Donc, quand je disais au début, peut-être qu'il y en a qui vont se développer des nouvelles amitiés, ben j'ai l'impression que ça va peut-être être ça. Donc, après le dîner, on se fera des shots au bar en dessous. Mais, blague à part, vous savez maintenant c'est quoi le système d'alimentation durable. Vous savez c'est quoi les enjeux. Vous avez réussi à vous identifier, vous, qu'est-ce que vous faites dans ce système-là. Maintenant, on va présenter davantage d'exemples concrets. Effectivement, on va avoir la chance d'avoir 3 conférenciers qui vont nous présenter des thématiques, des projets différents, très inspirants, suite à quoi on se fera un échange sur tout ce qu'on vient de jaser, voir si on a vraiment intégré tout ça. Et puis, évidemment, on va terminer ça avec notre dîner réseautage. J'espère que vous serez tous parmi nous. Alors, voilà, mais avant... En fait, on a une autre sommité du militantisme environnemental qui aimerait vous adresser un mot. Donc, il nous a envoyé une vidéo tantôt de Vancouver. Il s'agit de David Suzuki. Donc, on va lui passer la parole. Bonjour à vous depuis Vancouver. Je vous félicite tous de vous intéresser à un concept d'intello comme le système d'alimentation durable. La curiosité est certainement la plus grande vertu de l'homme face à l'inconnu. Vous avez choisi d'être ici pour comprendre, pour apprendre. C'est un grand sacrifice pour des animaux paresseux comme nous, les humains. Maintenant que vous savez ce qu'est le système d'alimentation durable, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus le désapprendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est avancer. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous y croyez, nous y croyons. Il faut se bouger avant que la terre ne soit plus qu'un raisin sec. Moi, j'ai 85 ans et je me démène encore avec la vigueur d'un jeune caribou. Vous êtes capable de le faire aussi pour le bien de votre communauté et de votre environnement. Regardez ce qui se fait déjà et dites-vous que c'est ça l'avenir. Après tout, nous n'avons plus le luxe de jeter quoi que ce soit aux poubelles. Il faut manger et consommer avec intelligence. C'est la science qui le dit. On remercie David Suzuki qui nous a fait l'honneur de son message. Alors, laissez-moi maintenant vous présenter notre première conférencière qui va nous entretenir d'économie circulaire. Je parle de Mme Myriam Pilon. Alors, Mme Pilon, elle est conseillère en économie circulaire à la Corporation du développement durable, spécifiquement pour nos MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska. Donc, je laisse la parole à Mme Pilon. Merci beaucoup. Alors, je vais partir mon minuteur pour être sûr de rentrer dans le temps. Alors, bonjour à tous. Donc, Myriam Pilon, je suis conseillère en économie circulaire, comme on vient de l'entendre, pour le projet Économie circulaire Centre du Québec. Alors, mon rôle comme conseillère, c'est d'accompagner les entreprises dans l'intégration des pratiques circulaires dans leur modèle d'affaires. Et avant de vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que l'économie circulaire, je vous parle un petit peu. On va être 20 minutes ensemble. Je vais parler un petit peu, peut-être une dizaine de minutes sur l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est le projet. Je vous donne des exemples. Puis, on va avoir une petite jase avec un membre fondateur d'Addi Euclide après pour en savoir plus sur une entreprise qui est bien impliquée en économie circulaire.
Donc, on part comme ça. Le projet Économie circulaire Centre du Québec, c'est un projet qui est porté par la Corporation du développement durable, la CDD. La CDD est un OBNL qui est situé à Victoriaville, qui offre des services en éco-responsabilité et en économie circulaire. Donc, le projet Économie circulaire Centre du Québec est un projet qui est financé par Recyc Québec et 13 partenaires régionaux, dont ici, dans la région Bécancour-Nicolet-Yamaska, on a la MRC de Bécancour, la MRC de Nicolet-Yamaska et la SADC de Nicolet-Bécancour qui nous finance. Alors, ces partenaires-là nous permettent d'offrir des services d'accompagnement gratuits aux entreprises de la région. Et ce sont les entreprises qui sont dans les 4 MRC qu'on voit, donc Nicolet-Yamaska, Bécancour, MRC de l'Érable et d'Arthabasca. Ces 4 MRC-là, on couvre 4 MRC sur 5 dans le centre du Québec parce que vous voyez qu'il manque une MRC, donc la MRC de Drummond, elle est déjà couverte par son propre projet de symbiose, projet avec lequel les gens avec lesquels on collabore régulièrement. Par rapport aux services que nous offrons dans le projet Économie circulaire Centre du Québec, alors on aide les entreprises à trouver des débouchés pour leurs résidus de production. Donc, vous avez tous déjà entendu parler qu'une ressource, qu'un déchet peut devenir une ressource ou une richesse pour une autre entreprise. Donc, c'est le principe. Là, on vient faire le lien entre 2 entreprises, une qui a un résidu de production puis une autre qui pourrait l'utiliser dans ses opérations. On aide aussi les entreprises à diversifier leur approvisionnement. Donc, oui, par l'utilisation de résidus de production. Ça pourrait être aussi, par exemple, en utilisant un inventaire invendu d'une autre entreprise qui pourrait devenir une des matières premières pour un nouvel approvisionnement. On va aussi accompagner les entreprises pour repenser leurs emballages. On vient, entre autres, de terminer une cohorte d'accompagnement où on avait 13 entreprises en agroalimentaire qui ont été accompagnées par Papineau et compagnie. C'est un expert en optimisation des emballages. Puis, on va aussi offrir le service pour aider les entreprises à calculer le véritable coût de leurs résidus. Donc, en général, les entreprises vont évaluer le coût de leurs résidus au coût de gestion externe, donc au coût de la levée des conteneurs ou vraiment au coût de combien ça coûte pour venir enfouir leurs déchets. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, avec cette analyse-là, on vient vraiment cibler, évaluer le réel coût des résidus. Puis ça nous permet, dans la chaîne d'opération, de cibler à quel endroit ça vaut la peine d'optimiser pour réduire les coûts et aussi réduire les déchets. On aide aussi les entreprises à être en relation entre elles pour partager tout type de ressources. Donc, on parlait tout à l'heure d'échanger les résidus de production, mais on va aussi les aider pour échanger des équipements ou des espaces. Ça peut être aussi de la main-d'œuvre. Donc, tout type de ressources est susceptible d'être partagé. Donc, en sécurité alimentaire ou dans un système alimentaire durable, on veut avoir des outils ou on veut avoir des ressources pour venir valoriser les résidus. Ça évite justement d'avoir du gaspillage alimentaire. Alors, je vous donne quelques exemples ici. Les résidus de citron, c'est l'entreprise Casa d'Astias qui est située dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Puis, eux, en fait, ils font des sauces qui sont, entre autres, vendues chez Saint-Hubert. Puis, dans leur procédé, ils utilisent du jus de citron. Donc, ils vont venir presser les citrons, mais ils n'ont pas besoin de la pulpe et de la pleure. Donc, tout ça s'en va à l'enfouissement si on ne leur trouve pas une autre, un débouché. Donc, on les a présentés à la microbrasserie au Quai des Brasseurs. Puis, sont en train de regarder pour voir s'ils ne pourraient pas développer un nouveau produit à partir de ces résidus de citron-là. Donc, ça va éviter l'enfouissement de ces matières-là. Puis, l'entreprise va développer un nouveau produit. Si je reste avec au Quai des Brasseurs, ils ont aussi des résidus de bière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des résidus de bière? On les a présentés à la fromagerie Victoria. La fromagerie est en train de voir si elle ne pourrait pas développer un fromage à la bière ou une sauce à poutine à la bière. Donc, plein de nouvelles idées pour développer des produits à base en intégrant justement un résidu. Donc, les résidus de bière de la microbrasserie.
Alors, les entreprises peuvent valoriser leurs résidus avec d'autres entreprises, mais elles peuvent aussi les valoriser à l'interne en développant la filière de leurs produits. C'est l'exemple que je vous donne là, de la ferme de l'Odyssée. La ferme de l'Odyssée, c'est un producteur de citrouilles qui est situé dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Et ce qu'il fait, dans le fond, il produit ses citrouilles, puis il va vendre les graines. Avec son collaborateur Prana. Donc, en collation. Donc, les graines de belle qualité. Parce qu'il dit vente de collation, graines en collation, dit ça prend des belles graines qui sont de bonne qualité avec les bonnes formes. Il y a toutes des spécifications très précises. Donc, ça donne un petit peu comme on parlait tout à l'heure avec les patates douces, ça donne des résidus, les graines déclassées. Donc, les graines déclassées, qu'est-ce qu'on fait avec ça s'ils ne se qualifient pas pour être vendus en collation? Le producteur de la ferme de l'Odyssée a choisi de les développer en huile de citrouille. Donc, les graines déclassées deviennent de l'huile de citrouille. Et qui dit production d'huile, on dit aussi production d'huile avec des graines ou tout oléagineux. On vient parler d'un nouveau résidu. Donc, on crée un nouveau résidu, encore une fois, qui s'appelle ici le tourteau. Le tourteau, c'est quand on vient presser les graines pour en extraire l'huile. Il va rester une matière solide. Ça, c'est rempli de protéines. Donc, un nouveau coproduit. On appelle résidu, on appelle ça aussi des coproduits. Donc, le tourteau, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Alors, le producteur est en train de réfléchir à voir justement qu'est-ce qu'il peut faire avec son tourteau. Ça pourra devenir, par exemple, des tartinades ou de la poudre de protéines qu'on pourra intégrer dans d'autres recettes pour d'autres entreprises en transformation alimentaire, par exemple. Donc, ça va être à suivre pour voir quel genre de résidu va être généré par ce nouveau produit-là. Alors, ça l'illustre bien là, comment les entreprises peuvent s'intégrer dans le système alimentaire durable en valorisant à l'interne leurs propres résidus ou en les valorisant avec d'autres entreprises. Alors, le projet Économie circulaire Centre du Québec a un coffre à outils bien rempli. On organise, entre autres, des ateliers de maillage où on vient mettre en relation les entreprises entre elles. Donc, on assoit là, dans la salle toutes sortes d'entreprises dans le même domaine. Par exemple, là, en novembre dernier, on a organisé un atelier avec les entreprises en agroalimentaire. C'est la photo que vous voyez en haut. Puis, on vient sur un grand mur, là, en avant, on vient placarder là, de toutes sortes d'offres et de demandes. Donc, vous voyez là, les photos. Sur la photo, là, il y a plein de petites feuilles vertes. Bien, ça, c'est toutes les offres des entreprises avec les feuilles rouges, oranges plutôt. C'est toutes les demandes. Donc, à partir des offres et des demandes, on vient faire les maillages, on vient identifier des maillages potentiels. C'est un peu comme du speed dating d'entreprise, finalement. Donc, dans cet atelier de maillage-là qu'on a organisé le mois de novembre dernier, on a identifié des maillages potentiels. On a eu des offres et des demandes de cuisine à partager. On a eu, par exemple, une entreprise qui fait de la culture. Il y avait des plateaux de culture à valoriser dans leurs opérations. Ils utilisent des plateaux de culture, puis ils doivent les changer régulièrement, malheureusement. Alors, on a pu trouver une autre entreprise qui a pu les réutiliser, finalement. Il y avait aussi des offres de services de déshydratation. On avait des entreprises qui avaient des légumes moches ou des invendus, finalement, qui avaient besoin de les déshydrater, mais qui n'avaient pas nécessairement d'équipement. Donc, à partir des offres de d'autres entreprises qui avaient des systèmes de déshydratation, on a pu identifier des maillages là, à ce niveau-là. Alors, je vous présente aujourd'hui une entreprise, la distillerie Euclide. Alors, je pense qu'on peut comprendre là, que c'est une entreprise qui a bien compris comment le système alimentaire durable pouvait s'imbriquer. Là. En fait, comment on pouvait s'imbriquer dans le système alimentaire en valorisant ses résidus, puis en collaborant avec d'autres entreprises et d'autres organisations. Alors, j'invite Sébastien Roy, qui est membre fondateur. On va se partager le micro. Ah oui, juste un. Alors, Sébastien, commence par nous présenter qu'est-ce que c'est là, la distillerie Euclide. Puis, peut-être, si tu peux nous parler là, de pourquoi c'est important pour les membres fondateurs d'exprimer les valeurs sociales et les valeurs environnementales là, par le biais de ton entreprise.
Donc, on est 3 amis, 3 voisins, en fait, qui sont devenus amis avec le temps. Puis, à l'été 2019, on a eu l'idée de partir une distillerie à Victoriaville dans la foulée de distilleries qui se partaient un petit peu partout à travers le Québec. Quoi de mieux que de le faire avec des valeurs de développement durable? Parce que nous autres, on est à Victoriaville. C'est quoi le slogan de la ville de Victoriaville? Berceau du développement durable, exact. Fait que pour nous autres, c'était pratiquement naturel de faire le projet dans ces axes-là. Donc, on s'est dit, on va présenter notre plan d'affaires en disant aux gens, on va faire une distillerie, puis on va faire des spiritueux qui sont soit aromatisés, ou on va faire notre propre éthanol à partir de résidus agroalimentaires de notre région. Puis pas nécessairement juste des résidus, mais au moins des produits agroalimentaires là, qui sont disponibles déjà autour de chez nous. Donc, grâce à la Corporation de développement durable, on a été mis en lien avec Citadel qui nous fournissent un résidu de la transformation de la canneberge. Donc, c'est l'usine d'Aston Jonction. Quand ils font du jus de canneberge, il reste des pépins et de la pulpe. Ils en ont des quantités assez incroyables à chaque semaine. Donc, nous, on en intercepte une partie, puis c'est 66 kg de pépins et de pulpe de canneberge qui vont éviter le site de compostage ou l'alimentation porcine pour aromatiser 2400 bouteilles de notre gin. Notre gin est vendu en SAQ depuis mi-mai. On est 32e là, dans les 2 derniers mois sur 300 gins disponibles dans les ventes. Donc, c'est probablement disponible dans vos SAQ près de chez vous. C'est à la grandeur du Québec. Et puis, pour nous autres, c'était important parce que le développement durable, Victo, on est là-dedans, on vit là-dedans. Puis c'était facile pour nous, après ça, de trouver des maillages, trouver des gens qui allaient nous supporter dans cette aventure-là. Et puis, tant qu'à le faire en développement durable, on l'a fait aussi au niveau social puis économique. Donc, on est la première et la seule distillerie au Québec à avoir abordé la forme juridique de coopérative de travailleurs. Donc, chez nous, chaque travailleur détient un vote sur toutes les décisions. Là, en ce moment, c'est simple. C'est encore juste nous 3 amis, 3 voisins. Ça fait des CA dans la rue en prenant une bière, en jouant au hockey-bottine avec les enfants. Mais c'était quand même important pour nous autres parce qu'on est extrêmement complémentaires dans nos forces. On a tous des forces et des faiblesses, mais on pallie très bien un à l'autre. C'est ce qui fait que l'entreprise fonctionne bien. Donc, c'était tout naturel que chacun de nous ait une force égale dans toutes les décisions de l'entreprise. Au niveau économie locale, on essaie de faire affaire avec des entreprises locales autant que possible. Les argousiers qu'on utilise dans ce gin-là viennent de la ferme Majolimé de Saint-Sylvain. Évidemment, les canneberges. Sinon, les boîtes de carton viennent de chez Cascade, un fleuron de la transformation du papier. L'usine est juste l'autre bord de la 122 du boulevard Pierre-Roux dans notre parc industriel. Donc, les boîtes, on va y chercher nous-mêmes, pas de transport, on encourage les emplois locaux. Et puis finalement, on est-tu rendu à parler des oranges? Oui, on a bien des choses à dire. Mais on comprend bien là, justement comment vous vous inscrivez dans un système alimentaire durable avec une production durable. Oui, si tu peux nous parler des oranges puis votre lien avec l'organisme Parcours, pourquoi vous avez choisi de travailler avec Parcours puis comment ça s'est passé. Si tu peux élaborer sur comment ça se passe là, concrètement quand on veut se mettre en action là, avec un organisme. C'est encore une fois la Corporation de développement durable qui nous a mis en lien avec Parcours, qui était à l'époque l'autre fabrique, qui est une entreprise sans but lucratif à Victoriaville qui emploie des gens avec des handicaps physiques, mentaux. Ils ont 60 à 80 employés, je pense, disponibles. Et puis ces gens-là, nous autres, on avait des besoins en main-d'œuvre ponctuelle. Donc, on a une seule personne, on est 3 dans le projet, mais on a une seule personne, un de nous 3 qui est à temps plein dans l'entreprise, c'est pas moi. Et puis, on a des besoins ponctuels en main-d'œuvre additionnelle. Puis, on l'a mentionné tantôt, la main-d'œuvre, c'est un enjeu. Chez les personnes avec des handicaps, ça peut être une belle source de main-d'œuvre disponible. Donc, nous, on fait zester nos oranges qu'on a besoin dans notre gin par ces gens-là. Nous, on a juste besoin du zeste. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de caisses d'oranges à zester. On en a besoin de 2 kilos de zeste par production. 2 kilos de zeste, ça prend pas mal de kilos d'oranges. Donc, le maillage qu'on a fait, c'est quand même assez intéressant puis gagnant-gagnant dans le sens où ces gens-là vont zester les oranges pour nous. Donc, on n'a pas assumé cette main-d'œuvre-là. Mais nous, on n'a pas besoin de l'orange, on a juste besoin du zeste. Donc, l'entente qu'on a faite avec l'organisme, c'est qu'on leur lègue les oranges, ils nous zestent les oranges gratuitement. Donc, c'est un échange de matière. On aurait très bien pu dire les oranges, on les envoie au compost, on est donc green, est-ce qu'on est bon? Sauf que l'orange est encore bonne. Donc, il fallait que ça aille à un niveau qui pouvait aider les gens plutôt que de s'en aller directement à être disposé. Donc, on leur lègue les oranges et puis dans la même bâtisse, l'organisme est avec le restaurant populaire de Victoriaville et la sécurité alimentaire. Donc, les oranges qui sont issues de la production de nos zestes s'en vont dans les assiettes du restaurant populaire. Quand il y a des oranges, des quartiers d'oranges dans leurs assiettes, c'est parce que vous avez acheté notre gin à la SAQ.
La sécurité alimentaire distribue 200 déjeuners par jour d'école primaire à l'année longue dans notre MRC à des enfants qui n'ont pas accès à des déjeuners sur le sens du monde. S'il y a des quartiers d'orange dans leur petit déjeuner ce matin-là, c'est parce que vous avez acheté notre gin à la SAQ. Donc, c'est de créer une chaîne de valeur, tout simplement. Puis c'est en échange de main-d'œuvre et de produits qu'on a réussi à créer ça. Donc, c'est juste de repenser l'entrepreneuriat pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis il n'y a pas de compromis. Notre gin est médaillé d'or à Londres cet été au Gin Masters en Angleterre. Les ventes, 32e sur 300 SAQ. Il n'est pas plus cher, il n'est pas moins cher qu'un autre. Puis il ne goûte pas moins bon non plus. Donc, pensez votre entrepreneuriat en fonction de faire du bien autour, faire du bien aux gens, ça se peut. Puis ça se fait. Puis ça aide beaucoup d'avoir la Corporation de développement durable pour faire ça avec nous. Merci. Oui, ça vaut la peine d'applaudir. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas terminé avec toi. J'ai encore quelques questions. Je te garde. On a souvent la perception que les organismes, justement, sont plutôt bénéficiaires des actions locales. Puis, tu sais, je voulais, comme dernière question, justement, je voulais voir avec toi comment tu perçois là, la contribution des organismes ou leur implication autrement que d'être bénéficiaire d'actions locales. Est-ce que, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Peux-tu me clarifier un peu ta question? On perçoit souvent les organismes comme bénéficiaires, comme, bon, elles vont justement recevoir les oranges. Puis là, elles vont pouvoir les distribuer. Elles bénéficient des entreprises. Alors, comment, selon toi, une entreprise peut collaborer avec un organisme d'une autre manière, finalement? Moi, je ne les vois pas comme bénéficiaires. Je vois ça vraiment comme du donnant-donnant. Ils n'ont pas payé pour ces oranges-là. Ultimement, c'est le client qui a acheté notre bouteille qui a payé pour les zestes d'orange. Mais l'orange, elle l'a fait plus. Donc, tout le monde a gagné dans cette histoire-là. Et puis, faire affaire avec des organismes locaux comme ça, c'est d'encourager les gens autour de nous autres, notre communauté, les emplois locaux. Dans notre cas, des gens avec des handicaps. Ils ont besoin de travailler eux autres aussi. Donc, la perception... c'est sûr qu'il y a peut-être des gens quelque part qui vont dire ouais, c'est ça, vous avez du cheap labor ou peu importe. Moi, je pousse ça complètement du revers de la main. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est travailler, être valorisés. Et puis, si on peut aider les gens, après ça, à manger sur le sens du monde, parce que des oranges, là, le restaurant populaire n'en achète pas, puis la sécurité alimentaire non plus, c'est trop coûteux. Donc, on sait que c'est nos oranges. Mais c'est pas vrai que si on avait arrêté à juste le zeste puis jeter l'orange ensuite au compostage, ça finissait là, ça pouvait aller plus loin. Donc, la perception, je pense pas qu'elle est mauvaise du tout. Au contraire, les gens saluent toujours nos initiatives. On s'est jamais fait reprocher qu'il y a quelqu'un qui profitait à quelque part de quelqu'un d'autre. Puis, en tout cas, j'imagine que votre perception, c'est pas ça non plus. Donc, on est bien content de ces partenariats-là. Merci. Puis un dernier mot sur, justement, tu as fait un beau message tout à l'heure, mais le message que tu voudrais lancer à une entreprise ou à un organisme qui cherche à se mettre en action en lien avec le système alimentaire durable, ce serait quoi? Commencez par des petits gestes, commencez en dessous, commencez parce que vous pouvez faire immédiatement ce qui est facile. Souvent, on cherche une révolution, on cherche à tout changer, virer à l'envers, puis on se rend compte que c'est difficile de bouger quelque chose d'aussi gros que tout ce qui se passe autour de nous, le gaspillage alimentaire, les gens qui ont besoin de ressources. Commencez avec des petits gestes, puis la somme de vos gestes va peut-être devenir l'âme de votre entreprise. Nous autres, on l'a démarré comme ça, mais c'est pas obligatoirement, c'est pas obligatoire de démarrer une entreprise avec une révolution. Commencez par des petits gestes, puis la somme de tout ça, vous allez la voir, la différence. Ça en fait une différence. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Pour vrai, c'est impressionnant. Comme on connaissait Euclide, mais là, d'avoir les détails comme ça, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Puis là, Catherine me présente. Ben, c'est ça. Je me suis dit, pourquoi il prend le micro? C'est moi qui dois le présenter. Mais je veux le dire, je suis une personne passionnée dans la vie. Les gens qui me connaissent le savent. J'aime le travail ensemble. Et là, on vient d'avoir un exemple tellement wow de ce que c'est d'être impliqué ensemble et de... Moi, je suis sans mots, je voulais le dire. Alors, sur ce sans mots, je vais continuer à parler. Pour vous présenter un autre projet qui était un peu improbable. C'est la jonction entre l'entreprise privée et le public et tout ça.
Alors, je vous présente maintenant, bien, vous le connaissez depuis le début, Frédéric, qui va venir nous parler de Panier local et solidaire, qui est vraiment un projet en sécurité alimentaire qui est innovant dans notre territoire. Alors, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Je vais commencer par vous expliquer c'est quoi Panier local. Comme ça, vous allez savoir d'où vient le projet par la suite. Panier local, on remonte à 2020. C'est le début de la pandémie, c'est le début du confinement. Philippe est directeur ici au Moulin-Michel. Il est en contact avec un réseau de producteurs de la région. Moi, je viens de quitter le milieu des agences et je n'ai pas de projet. Puis on se dit, on va donner un coup de main, on va lancer une boutique en ligne avec un service de livraison pour que nos producteurs, à défaut de pouvoir acquérir les gens en boutique, puissent vendre en ligne. Ça a très bien fonctionné. Autant les gens étaient contents de recevoir la bouffe à la maison, autant les producteurs n'avaient pas à gérer la vente en ligne, qu'avec l'adoucissement des mesures sanitaires, le projet a continué puis on l'a développé en modèle d'affaires. Ce qui nous amène à avoir éveillé l'intérêt de nos corporations de développement communautaire, donc David et Anthony, qui sont les directeurs, nous ont contactés parce que le CIUS avait un projet pour combattre l'insécurité alimentaire sur le territoire. Puis ça tombe bien parce que Panier local, comme le montre la carte, c'est exactement les limitations géographiques de nos 2 CDC, donc c'était comme un maillage qui faisait du sens pour eux. Donc, on a accepté de s'asseoir avec eux et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Le mandat, c'est combattre l'insécurité alimentaire sur le territoire, mais c'est s'attaquer à la population qui n'est pas en urgence alimentaire. C'est celle qui est juste au-dessus. C'est celle qui a de la difficulté, mais qui ne va pas encore dans les manques alimentaires. C'est celle qui, avec l'inflation qu'on vit en ce moment, a de la difficulté à faire son budget pour son épicerie. Puis là, la première chose qu'on a fait, c'est aller prendre des données, ce qui a été quand même un bon défi parce que ce qui arrive, c'est que les gens qui souffrent de cette nouvelle pauvreté-là ne vont pas s'identifier. Donc, la pauvreté, vous le savez, c'est un tabou. Les gens ne disent pas avec fierté « j'ai de la difficulté à faire mon épicerie ». Donc, on a réussi avec tous les partenaires du territoire, même les commissions scolaires, à faire circuler un sondage, à faire des focus group pour réussir à savoir, connaître la réalité de ces gens-là. Ce qui est génial, c'est que cette population-là est souvent déjà conscientisés à l'achat local, à la saine alimentation. Souvent, ils ont des enfants aussi. Donc, ce qui était cool, c'est qu'on voyait qu'il y avait un arrimage encore plus possible avec Panier local, vu qu'on avait déjà dans notre mission de faire la promotion des producteurs d'ici. On s'est donc dit qu'on allait travailler en 3 étapes. La première année, ça serait l'accès géographique. Parce que, à main levée, combien d'entre vous connaissent les déserts alimentaires? Pour ceux qui ne savent pas, ça, je suis quand même surpris. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un nom qu'on a donné aux villages et aux municipalités dans lesquelles il n'y a malheureusement plus de dépanneurs. Parce que si vous habitez dans une plus petite communauté, vous le savez, les commerces ont tendance à se rediriger vers des grands centres. Ça fait qu'il faut faire de la route pour manger. Donc, on s'est dit, ouvrons des points de cueillette pour rendre plus accessible la livraison des produits de Panier local et ultimement la solution qu'on allait trouver. Ensuite de ça, deuxième année, c'était l'accès économique. Donc ça, c'était quand même le plus grand enjeu parce que vous le savez, quand on parle de produits locaux, on a une partie terroir qui est souvent un peu plus chic, mais on a aussi toute une partie qui est maraîchère. Donc les maraîchers, il y en a partout sur le territoire. Leur but, c'est de vendre leurs légumes au prix le plus raisonnable. Il y a aussi des boulangers, des bouchers qui sont déjà conscients qu'il y a une partie de leur clientèle, justement, qui ont des plus petits budgets. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un panier économique. À tous les mois, on va faire le tour de nos producteurs, demander qu'est-ce qu'ils ont à plus petit prix, ce qu'ils ont en surplus, qui se disent, là, j'ai beaucoup trop de pommes de terre, je vais les perdre, donc je vais vous les vendre en plus petit prix, pour que nous, on puisse faire un panier qui serait le plus économique possible. Fait que là, j'ai malheureusement pas mis le panier économique, j'ai mis le panier apéro, qui est un peu plus chic, mais imaginez que c'est écrit panier économique en dessous. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire un panier qui, à tous les mois, serait économique avec les produits qui sont le plus abordables en ce moment, donc les produits de saison. Ça aussi, c'est un autre truc qui est vraiment cool, aider les gens à manger avec les saisons. Et de faire en sorte qu'il y ait, oui, des légumes, oui, de la viande, du pain frais, des œufs, essayer d'avoir une diversité, faire une espèce de petite épicerie de produits locaux qui ne vient pas remplacer la vraie épicerie parce qu'on n'a pas de beurre de pinot, on n'a pas de farine, mais qui vient quand même apporter l'espèce de plus que quand tu fais la cuisine à la maison, tu te dis « OK, cool, là, j'ai des beaux produits à travailler avec ». Vous posez sûrement la question « Oui, mais Fred, ton panier économique, clairement, il est plus cher que si j'allais faire mon épicerie chez Maxi pendant les rabais. » La réponse, c'est oui. Donc là, on s'est dit « OK, comment on fait pour réussir à, sans compétitionner les épiceries qui offrent les plus petits prix, comment au moins réduire au maximum? »
Et la solution qu'on a trouvée, la première, c'est d'utiliser la tarification sociale. Encore une fois, main levée, qui connaît la tarification sociale? Un peu moins que les déserts alimentaires, mais je vais faire votre éducation aujourd'hui. C'est simple, en fait. Quand vous allez sur le site de panier local, que vous allez sur le panier économique, vous pouvez choisir quel montant vous voulez payer pour le panier. Donc, il y a un 45 50 ou 55 Si vous jugez que vous n'avez pas l'argent pour payer le plein prix, vous pouvez payer 45. Si vous dites, moi, je n'ai pas de problème financier, je peux payer le plein prix, vous payez 50. Et si jamais vous voulez encourager quelqu'un puis l'aider à payer son panier, vous payez 55. Fait que ça, c'est la formule qu'on a trouvée parce que si on se souvient bien, notre clientèle, qui est la nouvelle pauvreté, ne veut pas s'afficher. Donc, il fallait à tout prix éviter d'avoir une espèce de frein à l'entrée, d'avoir à demander comme, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir votre compte en banque? Puis éviter que les gens se fassent juger parce que, par exemple, la personne a beaucoup de dettes, même si elle a une maison puis une voiture, mais elle ne peut pas payer son épicerie. Tu sais, c'est tout ça qu'on voulait éviter. Donc, avec cette formule-là, ben, on peut toucher cette population-là puis travailler avec le prix. Je vous rassure, depuis octobre, on teste le produit. Ça arrive très rarement qu'il y ait des gens qui l'utilisent parce qu'ils veulent sauver de l'argent, même s'ils l'ont. Les gens sont conscients du projet. Les gens trouvent ça vraiment chouette. Puis il y en a beaucoup qui payent même le 5 $ de plus. Donc, jusqu'à présent, la petite peur qu'on avait, on est rassuré. C'est-à-dire que les gens comprennent le principe, ils l'appliquent. Donc, ça, c'est un projet pilote qui roule depuis octobre. En janvier, cette semaine, on livre 20 paniers économiques. On a le budget pour faire une campagne. Donc, ça touche Nicolet-Yamaska et Bécancour. Je vous regarde et je vais clairement vous écrire pour dire, s'il vous plaît, partagez une fois qu'on va être prêt à lancer la campagne. Et la prochaine étape, en fait, c'est ça. Ça va être d'atteindre un volume critique de vente pour balancer les coûts d'opération parce que l'objectif, c'est que ce projet-là, en fait, s'autofinance d'année en année. Pour ce faire aussi, pour diminuer les coûts, parce que le but, c'est que le panier économique soit toujours le plus économique possible, on est en train d'explorer des partenariats avec la Carotte Joyeuse, avec Maryse, pour des plateaux de travail avec des gens justement qui sont avec des handicaps intellectuels ou des jeunes. Puis on explore avec Entraide Bécancour pour avoir l'aide de bénévoles qui ont envie justement d'appeler les producteurs parce que une grosse partie du travail, c'est ça, là, c'est de faire le tour de notre monde pour savoir qu'est-ce qui est possible de mettre dans ce panier-là. Fait que ça, c'est dans l'année dans laquelle on est et à laquelle on ajoute l'accès technologique. Parce que si la plupart des gens sont à l'aise de payer en ligne avec une carte de crédit, ça reste qu'on a une population vieillissante et on va essayer de trouver une solution pour commander soit par téléphone ou d'une autre façon. Donc, ça se peut qu'on vienne vous interpeller pour cet autre point de vue. Et je pense que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le côté environnemental, parce que oui, dans le système d'alimentaire durable, tu as le volet sécurité alimentaire, mais tu as aussi le côté environnemental. Donc, évidemment, le fait d'acheter des produits de la région, de les assembler sur place, de les livrer le lendemain, ça diminue de beaucoup la chaîne d'approvisionnement comparé à une épicerie. Mais en plus de ça, on a dit qu'on essaierait de mettre le moins possible d'emballage plastique dans les paniers. Donc, tout ce qui est légumes racines, les fruits, on ne les emballe pas. Donc, ça fait comme une belle grosse salade. Non, c'est pas vrai, on les place quand même en conséquence. Donc, c'est un projet que je vous invite à suivre sur la page Facebook de Panier Local ou en vous abonnant à l'infolettre. Et comme je disais, il y a une campagne d'ici l'été qui va être lancée pour populariser auprès de la clientèle cible, donc, comme je disais, les gens de la nouvelle pauvreté, le produit. Donc, peut-être que vous n'êtes pas le client cible, vous ne l'avez peut-être pas passé, mais on va essayer de ratisser large parce qu'on veut que le produit soit apprécié par tout le monde. Fait, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous viendrez me les poser au dîner. Merci, Frédéric. Alors, un autre beau projet où tout est dans tout, tout est lié, c'est fabuleux. Frédéric a mentionné Carotte Joyeuse tantôt. Alors, j'inviterai notre dernière conférencière, Maryse Hunter, qui va nous parler justement de la Carotte Joyeuse, ce partenaire, cet organisme important dans Nicolet-Yamaska. Alors, Maryse, je te cède la parole. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Comme vous a dit Catherine, je m'appelle Maryse Hunter. J'ai un petit papier, parce que c'est long, faire un résumé de la carotte. Il s'est passé beaucoup de choses en 9 ans. Alors, voilà. Je suis fière représentante de la Carotte Joyeuse comme chargée de projet depuis mai dernier. Nous sommes un projet de transformation alimentaire visant la lutte à la pauvreté et à l'anti-gaspillage alimentaire. Nous œuvrons aussi à la réinsertion sociale, à l'emploi des gens en situation de vulnérabilité par le biais de divers plateaux de travail.
En fait, tout a commencé au printemps 2012, lorsqu'un producteur maraîcher interpelle le milieu communautaire de la MRC Nicolet-Yamaska pour donner son surplus de carottes. De là, le nom Carottes Joyeuses. Il voulait donner ça aux organismes en sécurité alimentaire, et comme il n'y en avait pas à l'époque, l'idée a finalement germé, et la CDC Nicolet-Yamaska, en collaboration avec un projet Accès Bouffe Santé, ont engagé un chargé de projet. Ah ouais? Vous m'entendez pas bien? Oui. En tout cas, tout a débuté à l'automne 2013 avec un chargé de projet. Avec l'anti-gaspillage, la carotte récupère plus de 9 tonnes d'aliments chaque année, des denrées qui auraient été probablement jetées. Ce sont des surplus de nos agriculteurs, des fruits et des légumes, soit parfaits, un peu moches, ou encore à quelques jours de prendre le chemin du compost. Nous avons la chance de travailler avec plus de 30 donateurs qui démontrent leur appui à la carotte directement à la mission sociale de la carotte. On peut compter aussi parmi ces gens-là sur les fédérations au centre du Québec, soit qui nous donnent des commandites en viande, en produits laitiers, en les œufs, tout ça. Ensuite, notre chef formateur, Obi Mélin, qui a fait le dîner ce midi à l'aide de bénévoles aussi. Vous allez pouvoir déguster le traiteur de Obi. Moi, c'est pas moi, je n'ai pas cuisiné. En fait, il transforme les denrées reçues avec l'aide de nos précieux bénévoles qui viennent à la carotte pour briser l'isolement, apprendre des techniques culinaires ou tout simplement participer à la mission qui leur tient à cœur. Nous cuisinons des repas complets, sains et savoureux qui sont distribués gratuitement à chaque semaine dans 3 banques alimentaires de notre région. Au total, plus de 24 000 repas sont offerts à chaque année. Nous recevons aussi différents groupes pour la transformation, comme des étudiants du primaire de Saint-Célestin en adaptation scolaire, des élèves du secondaire de l'école à découverte. Ensuite, on reçoit l'Association des personnes handicapées. On reçoit aussi un groupe qui s'appelle Participation sociale. Voilà. Fait que pour eux, c'est vraiment une belle occasion de développer des aptitudes, d'acquérir des connaissances aussi, des compétences et même une expérience dans le domaine de la transformation alimentaire, puis se conscientiser aussi par le fait même au gaspillage alimentaire. Mis à part ça, c'est ça. On n'a pas non plus de financement présentement pour recevoir ces groupes-là en plateau de travail. Et c'est plus de 40 personnes qui participent à différents ateliers dans le cadre scolaire ou provenant d'organismes en déficience intellectuelle ou autres. Nous voyons chaque jour le bonheur et la fierté que la carotte apporte dans la vie de ces participants-là. Fait que pour nous, c'est vraiment important de garder ça. Même sans le financement, ils sont aussi les personnes qui viennent nous donner un coup de main pour faire cette transformation-là. La carotte est dans une année de changement et de défis. La CDC Nicolet-Yamaska laisse partir le projet de transformation alimentaire Carottes Joyeuses après 9 belles années pour se centraliser sur sa propre mission. Il nous accompagne pour l'incorporation afin de devenir un organisme autonome d'ici le 31 mars 2023. De plus, depuis les 3 dernières années, nous étions financés par l'Alliance centricoise pour la mesure 13.1. Mais malheureusement, ce financement-là, il n'est pas récurrent et il se termine aussi le 31 mars. La mesure 13.1 était directement liée à la sécurité alimentaire pour les personnes vulnérables et à faible revenu, ainsi favoriser l'accès à une alimentation saine et nutritive. Donc, nous sommes activement à la recherche de financement, directement lié à la mission, à l'aide du pôle d'économie sociale et de la MRC Nicolet-Yamaska. D'ailleurs, plusieurs acteurs en sécurité alimentaire ici présents ont aidé à trouver des options, à donner des conseils, des encouragements depuis les derniers mois. Ça ne sera pas bien long. Maintenant, il est maintenant venu le temps pour la Carotte de Joyeuse de trouver un nouveau local. Alors, tant qu'à faire du changement, on y va. C'est pas simple de trouver une cuisine adaptée pour recevoir 10 personnes à la fois pour faire nos ateliers, dans le fond. Et ça prend surtout des grands espaces réfrigérés. Parce que quand nous, on reçoit de la nourriture,
on reçoit ça à coup de soit de palettes ou à l'automne. Tout arrive en même temps pendant les récoltes. Les restaurants sont généralement trop petits, leur espace réfrigéré, pour pouvoir nous accueillir comme un restaurant fermé, par exemple. Alors, voilà. Nous avons la chance d'être soutenus par la Ville de Nicolette et par la MRC pour nous aider à se relocaliser temporairement et de pouvoir continuer nos opérations en attendant une future construction pour nous. Nous avons comme objectif, dans notre prochain local, de mettre en valeur nos producteurs et donateurs avec leurs produits. Avec un volet marchand, nous souhaitons avoir une vitrine pour vendre des produits carottes joyeuses avec un comptoir lunch ou un café pour recevoir des clients et pour aider à financer aussi notre organisme. L'idée de recevoir des clients dans notre organisme est une belle opportunité pour les participants. Ça leur permettrait de vivre une expérience aussi, avoir un contact client, afin de briser les tabous et aussi d'approfondir nos plateaux de travail. On ne fait pas juste la cuisine, on reçoit les gens, on les accueille, on répond à leurs questions, on donne la commande, tout ça. C'est ça. Puis ça faciliterait l'intégration sociale là, pour ces gens-là. Alors, pour les grandes lignes, c'est ça. Notre parcours, on a plusieurs projets à venir. Notre intention est de faire briller la carotte par ses actions et ensemble vers une sécurité alimentaire pour tous. Voilà. Merci, Maryse. Connaissiez-vous la carotte joyeuse? Beaucoup, de plus en plus, tant mieux. Quel beau projet. Alors, j'avais des petites feuilles, si vous aviez remarqué depuis le début, hein? J'essaye de pas trop. Mais merci vraiment à ces conférenciers de nous avoir présenté ces projets-là qui viennent vraiment mettre concret le système alimentaire durable puis nous démontrer qu'il est déjà actif, qu'il est déjà fort et qu'il a un impact sur notre territoire. Alors, imaginez, après notre avant-midi, après l'activité de réseautage qu'on va faire, le dîner qu'on va faire, à quel point on va être solide dans Bécancour, Nicolet-Yamaska. Alors, je me replace là. C'est maintenant le temps de faire un échange sur ce qu'on vient de jaser, sur ce que vous venez d'intégrer à partir du système alimentaire durable. J'ai envie que vous discutiez ensemble de ce que ça... Les belles présentations qu'on vient d'avoir là, moi, vous avez vu, ça m'a donné la chair de poule, mais j'ai envie que vous puissiez en partager vos impressions, mais aussi... Vous en êtes où aujourd'hui après notre avant-midi? Avez-vous envie d'aller plus loin? Ça vous a-tu fait émerger des idées de partenariat, de qui on pourrait contacter, quel projet? On ne va pas innover, on ne va pas partir un projet ce matin, ce n'est pas l'objectif, mais on a envie de vous permettre cet échange-là. Alors, le temps file déjà, donc je vous laisserai peut-être un petit 10 minutes par table. Mes collègues seront là. Je vous demanderai, là, je ne vous vois pas si vous êtes tous à une table pour prendre en note les échanges pour pouvoir en faire un partage par la suite. Alors, je vous laisse vous partager vos impressions. Le système alimentaire durable, c'est chacun de nous présent aujourd'hui, mais c'est tous ceux qui ne sont pas ici avec nous. Si on vous a allumé une passion folle pour le système alimentaire durable, si ça vous a inspiré, faites-nous signe. C'est une belle opportunité de s'unir pour notre Bécancour, Nicolet-Yamaska et d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi l'événement. Et si vous, à la maison, voulez vous impliquer, allez faire du bénévolat dans les organismes de votre région et acheter local tout l'été, l'hiver aussi. À bientôt!
J'ai manqué ma chance le soir du 30 février de l'année passée. J'ai manqué ma chance le soir du 30 février de l'année passée. Un jour que jamais vu le soleil se lever, mais maudit que je l'ai donc espéré. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. Ah que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Ah que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. L'imaginaire est encore bien fort. Dans ma tête, on s'aime sans remords. À la matinée du 30 février, je me réveille au son d'un de tes baisers. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. Ah que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Ah que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. C'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça, c'était nous deux, il était une fois. Sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sous son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'osait pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine, souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça, c'était nous deux. Il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné.
va glisser dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter deux cafés, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois. Souviens-toi. Souviens-toi. Encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois. C'était nous deux, il était une fois. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. And I give up forever to touch you.
'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, where everything feels like movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But I know I'm better at sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, I tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir et dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent tout ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Il fait pas de